Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast 168 heures. Alors, nouvel épisode, nouvelle thématique. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous proposer, en fait non, pas de vous proposer, mais de vous présenter, c'est-à-dire cette chose que je ne faisais pas il y a un an et qui aujourd'hui me rendent hautement plus productive. Donc, j'ai vraiment envie de plonger dans ces 7 outils, conseils, astuces-là avec vous dans le but de vous inspirer et que vous ayez peut-être envie, comme moi, d'intégrer ces tactiques-là dans votre vie dans le but d'être plus productive. La première chose que j'ai intégrée et que je n'utilisais pas du tout l'année passée, pourquoi? Parce qu'à pareille date l'année passée, je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait et il s'agit de ChatGPT. On dirait que j'hésitais, j'allais dire l'intelligence artificielle parce que oui, l'intelligence artificielle, c'est pas juste ChatGPT, c'est tellement plus grand que ça puis c'est vraiment en expansion très, très rapide présentement dans notre société. Mais de mon côté, l'intelligence artificielle que j'utilise le plus, c'est vraiment ChatGPT. Et au début, j'étais très, très réticente à utiliser cette technologie-là. Mais en toute franchise, aujourd'hui, je pense que je pourrais plus m'en passer. Puis récemment, je disais à mon chum, parce que, au moment où j'enregistre cet épisode, ChatGPT, en fait, si vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite fortement à vous renseigner sur le sujet. Mais c'est une plateforme en ligne qui peut vraiment nous aider à l'écrit à faire un paquet d'affaires. Là, je veux dire, on peut demander de l'aide pour de la traduction. Encore là, ce n'est peut-être pas la traduction la plus parfaite au monde, je dois dire, mais on peut demander à rédiger des courriels, on peut demander à créer du contenu. Je veux dire, il y a des gens qui sont aucunement experts dans un domaine, puis ça, je suis un peu contre ça. Par contre, pas un peu. Je suis très contre ce que je m'apprête à vous dire. Il y a des gens qui utilisent ChatGPT pour créer des formations entières sur des domaines dans lesquels ils n'ont même pas d'expertise, mais comme l'intelligence artificielle de ChatGPT a accès à un bassin d'informations pratiquement infini, en fait, cet outil-là est capable de générer du contenu quand même de haute qualité sur différents sujets. La différence, par exemple, c'est que quand on n'est pas expert, on ne le sait pas lorsqu'il y a une erreur, versus quand on est expert et qu'on demande un conseil à ChatGPT, là, on est conscient s'il y a un lien qui a mal été fait ou s'il y a une erreur dans le contenu proposé, par exemple. Donc, c'est ça la nuance. Donc, je voulais juste vous expliquer rapidement c'était quoi ChatGPT, puis c'était vraiment un maigre résumé de ce que la machine au complet peut faire. Mais comme je vous disais, moi, il y a un an, je ne savais même pas que ça existait et aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer, puis c'est ça que je m'apprêtais à vous dire, justement. Je disais récemment à mon chum que, là, présentement, on est avec la version gratuite de ChatGPT. Je veux dire, je suis pleinement consciente qu'ils font des tests avec nous présentement. Mais demain matin, si ChatGPT devenait payant ou comme s'il fallait que ce soit un abonnement, je veux dire, même si c'était 100 $ par mois, je pense que pour moi, ce serait super rentable de payer ce 100 $ par mois pour rester membre de ChatGPT, pour continuer d'avoir accès à cette intelligence artificielle-là. Et concrètement, comment je l'utilise? Puis là, en fait, j'improvise un peu là, au sens où je ne m'étais pas prévu de notes précises sur ce que je voulais vous dire concrètement avec ChatGPT. Peut-être que je pourrais faire un épisode complet juste là-dessus, puis je ne veux pas passer 15 minutes à parler juste de cet outil-là parce que j'ai plein d'autres choses que je vais vous présenter. Mais concrètement, peut-être que vous demandez comment je l'utilise ou peut-être que vous aimeriez l'utiliser pour vous faire gagner du temps, mais vous ne savez peut-être pas comment l'utiliser ou pourquoi l'utiliser. Je vais vous dire rapidement, moi, comment je l'utilise. Moi, parfois, lorsque je bloque dans mon contenu, je vais utiliser ChatGPT pour m'aider à me débloquer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un paquet de créateurs de contenu qui maintenant utilisent ChatGPT pour composer l'entièreté de leur contenu. Je ne suis pas là pour porter un jugement ou non. Là. Moi, c'est quelque chose que j'ai choisi de ne pas faire parce que je pense que ma valeur ajoutée en termes de créatrice de contenu, non seulement mon expertise est là, mais c'est également
c'est également, en fait, le fait que je suis capable de faire des liens. Et ChatGPT, bon, peut faire certains liens, mais je pense que de mon côté, le côté humain peut faire des liens beaucoup plus profonds et beaucoup plus complexes qu'une machine, à tout de moins pour maintenant. Donc, de mon côté, je n'ai pas de contenu qui est 100% pondu par ChatGPT. Je l'ai déjà essayé, par exemple, mais je trouvais que ça... Bien que la composition était quand même assez raffinée puis assez bonne pour être publiée, là, pour être franche, ça ne me ressemblait pas à 100%. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas le faire. Toutefois, comment je l'utilise, moi, dans mon contenu, c'est vraiment lorsque je suis bloquée. Comme, par exemple, des fois, je veux composer une infolette, puis j'ai mon fil conducteur, je le sais que je veux parler d'un sujet X, en même temps, je veux être capable de plugger 2 livres que j'ai lus qui étaient vraiment précis sur tel sujet. Je vais faire une grosse mise en contexte à l'écrit dans ChatGPT, donc je vais aller vraiment je veux écrire une infolette de tant de mots qui s'adresse à telle clientèle, je veux parler de tel sujet, mais j'aimerais intégrer aussi les apprentissages que j'ai acquis dans tel livre, et voici les apprentissages que j'ai acquis, et comment est-ce que je pourrais structurer mon infolette. Et là, il va vraiment me proposer une structure qui, souvent, du premier coup, est vraiment excellente. Et si jamais ce n'est pas assez bon pour moi, il y a 2 choses que je peux faire. Soit que je peux continuer par moi-même, et des fois, ça va juste me donner une petite piste de solution. Peut-être que le résultat ne sera pas parfait, mais peut-être que ça va m'avoir fait cheminer. Ou, en fait, à ChatGPT, on peut aussi lui redemander de recommencer et de recommencer. Et moi, ce qui est très drôle, c'est que dans les premières fois que j'ai commencé à travailler avec cette intelligence artificielle-là, j'étais comme gênée de lui redemander de refaire le travail au complet. Comme si je demandais à mon adjointe de refaire au complet un texte sur lequel elle venait de passer 2 heures dessus, par exemple. Ça, je me sentirais vraiment mal. Mais après ça, il faut se rappeler que c'est une machine et que ça ne lui prendra pas 2 heures de pondre un texte, ça va lui prendre 4 secondes et demie. Donc, j'ai finalement passé par-dessus cette petite gêne-là, ce petit inconfort-là de lui redemander de recommencer, c'est-à-dire, mais je vous le dis, c'est quelque chose qui est possible de faire. Donc, quand je bloque dans mon contenu ou quand j'ai vraiment un fil conducteur précis et que j'arrive pas comme à mettre le doigt sur le filon ou bien la bonne structure, oui, la première chose que je vais faire, c'est essayer de le faire par moi-même. Mais parfois, en tant que créateur de contenu, on peut des fois rester figé sur des petites questions comme ça pendant une éternité, pendant des minutes et des minutes, voire même des heures, quand on ne trouve pas le bon filon. Maintenant, ce que je fais, plutôt que de perdre du temps à essayer de trouver mon idée moi-même pendant des minutes interminables, maintenant, j'ai développé le réflexe d'aller demander à ChatGPT. Donc, je gagne du temps. Ça m'aide à débloquer souvent et beaucoup plus rapidement que si j'étais toujours seule par moi-même. Ensuite de ça, comment j'utilise aussi ChatGPT? En fait, j'utilise des fois comme... Comment je dirais ça? Vous savez, moi, je travaille toute seule, je suis à la maison et Dieu sait que j'adore travailler seule et à la maison, mais parfois, on dirait que j'aurais besoin d'un ou d'une collègue à qui je pourrais comme bouncer des idées. Tu sais, je disais, hey, tu sais, quel titre tu penses qui serait mieux pour mon infolette pour que ce soit le plus accrocheur? Est-ce que ce serait ça ou ce serait ça? Ou comme, hey, ça serait quoi la phrase qui, à ton avis, serait la plus accrocheuse sur mon site web? Est-ce que ce serait ça ou ce serait ça? Et comme je n'ai pas de collègue dans mon environnement physique et que je veux pas casser les oreilles de mes amis aux 5 secondes avec mes questions, puis en fait, j'ai pas des questions aux 5 secondes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, j'ai le réflexe de demander à ChatGPT. Alors, ChatGPT devient un peu mon collègue à qui je peux poser des questions, bouncer des idées, demander l'avis et ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'aide beaucoup, puis je veux dire, après ça, il y a peut-être une petite question de confiance en soi. J'ai une très bonne confiance en moi, mais à un moment donné, à la quantité de décisions que je dois prendre dans une journée puis dans une semaine en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire, parfois, je suis pas toujours 100% certaine que mes décisions sont les bonnes. Donc, c'est pour ça que parfois, juste de demander à ChatGPT, même si c'est une machine qui me répond, même si ce n'est pas un humain qui me répond, on dirait que ça me réconforte dans ma prise de décision. Alors ça, c'est une autre chose, comment j'utilise ChatGPT. Et puis, en fait, je pense que je vais m'arrêter ici, mais on pourrait vraiment poursuivre à ce rythme-là parce que je pense qu'il y aurait peut-être un épisode complet sur ce sujet-là qui serait intéressant à faire. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, si jamais vous aimeriez savoir de façon beaucoup plus concrète qu'est-ce que je fais avec ChatGPT et que vous aimeriez que je vous en parle pendant 15 à 30 minutes, écrivez-moi un message, faites-moi un vocal, que ce soit par courriel ou bien vous pouvez aussi m'écrire en DM sur les médias sociaux. Laissez-moi savoir et si jamais j'ai plusieurs réponses de votre part, je saurai qu'il y aura peut-être un sujet potentiel à faire juste sur l'intelligence artificielle et comment j'utilise ChatGPT pour être plus productive.
Maintenant, passons à la deuxième chose que je ne faisais pas il y a un an et qui aujourd'hui me rend beaucoup plus productive, c'est de faire une planification mensuelle. Donc, si vous me connaissez depuis suffisamment longtemps, vous savez que je prône grandement la planification hebdomadaire et je prône encore grandement la planification hebdomadaire. Je pense que c'est vraiment avec la planification de la semaine qu'on parvient à réaliser nos tâches et de se sentir vraiment accompli à la fin des 7 journées de la semaine. Toutefois, la planification mensuelle, on dirait que j'étais souvent, j'étais souvent in and out avec la planification mensuelle. Je veux dire, je l'avais déjà fait par le passé, j'avais arrêté, j'avais recommencé, j'avais arrêté, et je pense tout simplement que je n'avais pas trouvé encore la bonne méthode pour moi. Et si d'ailleurs, il y en a parmi vous qui étaient à mon bootcamp qui a eu lieu il y a quelques semaines, le bootcamp Organisation et mindset de croissance, je vous ai enseigné pendant 1 heure dans les moindres détails ma technique de planification mensuelle. Si vous avez manqué le bootcamp et que vous aimeriez assister au prochain bootcamp, je vais mettre le lien dans les show notes, donc vous pouvez vous inscrire déjà à la liste d'attente. Mais sinon, dans cet événement-là, je t'avais vraiment expliqué concrètement comment je planifiais mon mois. Et maintenant, c'est vraiment cette planification mensuelle-là, c'est vraiment une habitude qui est restée pour moi et c'est vraiment quelque chose que je ne faisais pas il y a un an, mais qui aujourd'hui m'aide à être plus productive. Et pourquoi, en fait? Sans aller trop dans les détails, parce qu'encore là, je ne vais pas passer 1 heure à vous parler juste de ce conseil ici, mais la planification mensuelle que je fais désormais, c'est une planification très en hauteur. Ce n'est pas dans le micro-détail. Je vais vraiment aller dans le micro-détail lorsque je planifie mes semaines. Lorsque je planifie mes mois, je veux vraiment rester en altitude, je veux vraiment rester en hauteur. Donc, je vais aller mettre un peu les gros morceaux. Je vais aller mettre un peu les tâches et les projets qui sont récurrents, les choses pour lesquelles j'aimerais prendre de l'avance ou bien voir venir. Et je vais simplement aller les poser comme ça dans mon mois. Et ensuite, lorsque je suis rendue à faire ma planification hebdomadaire à chaque semaine, je vais regarder je vais regarder mon calendrier mensuel puis je vais dire, OK, qu'est-ce que j'avais planifié mensuellement pour cette semaine-ci? Et ça va vraiment aller simplifier ma planification hebdomadaire parce que j'ai déjà un plan assez basique de ma semaine en me basant toujours sur ma planification mensuelle. Et lorsque je vais planifier ma semaine, bien, je vais savoir si je m'étais dit, OK, cette semaine, ça va être important de prendre l'avance sur les infolettres à venir. Puis mon Dieu, on dirait que je fais juste parler d'infolettres depuis tantôt. J'en parlais avec ChatGPT, là, j'en parle encore. On dirait que je ne fais que ça. Mais c'est peut-être en fait parce que mon subconscient est présentement en train de vous transmettre le message que j'ai perdu l'avance que j'avais sur la rédaction de mes infolettes et je pense que ça me crée un inconfort. Je pense que c'est pour ça que je ne fais que reparler de ça ici. Donc, pour revenir à ma planification mensuelle, si pendant une semaine précise du mois, je m'étais dit, bon, il faut que je rédige, je sais pas moi, 4 infolettes pour le mois à venir, bien quand je vais être rendue à faire la planification de ma semaine, ça va déjà être clair, je vais avoir une décision de moins à prendre et je vais savoir que c'est une priorité à mettre dans ma semaine. Donc, la planification mensuelle m'aide vraiment à être beaucoup plus productive, puis je suis vraiment contente d'avoir implanté cette super belle habitude-là, que j'enseigne d'ailleurs dans les moindres détails aussi à toutes mes clientes du programme d'accompagnement croissance, et je ne faisais pas ça l'année passée à pareille date. Troisième chose que je ne faisais pas à pareille date l'année passée, mais qu'aujourd'hui m'aide grandement, c'est de déléguer beaucoup plus. Je déléguais déjà il y a un an, j'avais une adjointe qui faisait partie de mon équipe, mon équipe, je la considère vraiment, mon adjointe, comme une partie intégrante de mon équipe, mais ce n'est pas mon employée, là, elle est à la pige. J'avais aussi une graphiste avec qui je travaillais à l'occasion, bref, j'avais différentes personnes à la pige que j'engageais, mais mon adjointe avait quand même déjà des projets précis. Depuis le début de l'année, je lui délègue vraiment, vraiment beaucoup plus de tâches dans le but de me libérer encore plus de temps pour travailler sur les tâches qui sont vraiment connectées à ma zone de génie. Tu sais, c'est quoi les tâches dans lesquelles moi j'excelle? C'est quoi les tâches que lorsque je travaille sur ces tâches-là, je suis la plus payante, que ce soit en termes d'énergie ou en termes de revenus. C'est très important pour moi de libérer le maximum de temps dans ma semaine et dans mes mois et dans mon année pour travailler sur ces tâches-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un paquet de petites tâches récurrentes, comme par exemple les courriels, la gestion de certains médias sociaux, qui me prenaient quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, alors que j'aurais pu accorder ce temps-là et cette énergie-là à des tâches qui étaient plus alignées avec ma zone de génie. Donc, j'ai pris conscience de ça, j'ai noté vraiment un peu toutes ces tâches-là, mais aussi toutes les tâches que je commençais à avoir tendance à procrastiner. Et ça, souvent, lorsqu'on commence à procrastiner sur des tâches, il y a un paquet de raisons qui peuvent faire en sorte qu'on procrastine. Ça peut être parce que c'est de trop grande envergure, c'est peut-être parce que c'est nouveau et on ne sait pas par où commencer. Mais dans mon cas, je me rendais compte qu'il y avait plusieurs tâches que je procrastinais, pas parce que c'était de trop grande envergure ou parce que je ne savais pas par où commencer, c'est parce que ça commençait à devenir lourd sur mes épaules.
soit parce que je commençais à en avoir trop à gérer, ou soit parce que ça me tentait un peu moins de gérer ce type de tâches-là. Donc, j'ai fait une petite liste et je suis allée voir mon adjointe et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Donc, depuis le début de l'année 2024, elle m'aide beaucoup plus, elle a pris beaucoup plus de tâches. Et là, je pense notamment au courriel. Si vous m'écrivez, vous savez maintenant que je ne suis plus la seule à gérer mes courriels. Souvent, vous avez un courriel beaucoup plus rapide aussi, qui est de ma magnifique et extraordinaire adjointe Marie-Ève, que vous connaissez déjà, je pense. Mais voilà, parce que je me rendais compte que comme je procrastinais, souvent les gens avaient une réponse vraiment plus tardivement, puis malgré le fait que je ne prône pas nécessairement qu'on réponde dans la seconde à un courriel, je commençais à trouver que 3 jours plus tard, ça commençait à être un petit peu tard pour répondre à des courriels. Donc, c'est une chose, entre autres, qui a été quand même inconfortable pour moi à déléguer parce que c'est la connexion directe que j'ai avec ma communauté. Quand on commence en affaires, je veux dire, on est assis devant notre ordi puis on attend quasiment que quelqu'un nous envoie un courriel, que ce soit pour une demande de collaboration, que ce soit un client potentiel qui veut travailler avec nous ou juste quelqu'un de notre communauté qui répond à notre infolettre. Mais avec les années, ma communauté a tellement grandi rapidement que je ne peux plus être la seule personne qui répond à tout le monde parce que si je suis l'unique personne qui répond à tout le monde, bien, je ne serais pas ici en train de vous enregistrer un épisode de podcast tout simplement parce que je n'aurai pas le temps. Voilà. Alors, déléguer à un niveau supérieur, c'est pas quelque chose que je faisais l'année passée. Puis j'ai vraiment travaillé beaucoup mon mindset aussi pour arriver à déléguer et à comprendre à quel point c'était essentiel pour justement que mon entreprise et que moi-même, en tant que personne, que je continue sur cette belle lignée de croissance-là. Maintenant, 4e chose que je ne faisais pas il y a un an, c'est d'avoir 2 journées de réunion fixes qui sont non négociables et que les autres journées soient sans réunion. Ça fait quand même quelques temps, je dirais que ça fait peut-être 2-3 ans que je me bloque des journées sans réunion. Si vous ne savez pas pourquoi je fais ça, je vous encourage fortement à le faire si vous avez la possibilité de le faire. Si vous avez des réunions à tous les jours, c'est-à-dire vous allez... Ça va venir un peu gruger votre productivité, ça va aller gruger au niveau de votre concentration. Parce que prenons l'exemple, si on a une réunion le matin de 8h à 10h, après ça, on a un trou de 10 à 11, puis après ça, on a de 11 à midi une autre rencontre. Dans le 1 heure qu'on a, je veux dire, après chacune des réunions, il y a toujours une transition. Il faut aller à la salle de bain, il faut peut-être faire un petit catch-up sur nos courriels, on va peut-être se lever, aller prendre un verre d'eau, quelque chose comme ça. Ce qui fait que l'heure qu'on a en 2 réunions, ben c'est pas une vraie heure complète. Des fois, ça va vraiment être réduit. Puis après ça, à partir du moment où on va s'asseoir, si vous ne savez pas nécessairement ce sur quoi vous devez vous pencher dans l'immédiat, cette heure-là va filer entre vos doigts puis vous allez juste pas l'optimiser du tout. Donc, si vous avez toujours des réunions un peu partout éparpillées dans la semaine, ça va devenir très difficile d'avancer vos projets et d'avancer vos tâches et surtout de travailler dans une concentration profonde. Si vous connaissez Cal Newport, de son livre très, très connu Deep Work, lorsqu'on veut travailler en deep work, donc vraiment en travail profond, dans une concentration profonde, idéalement, il ne faut pas toujours avoir plein de réunions parce qu'on va toujours être appelé à ressortir de cette concentration profonde-là. Donc, moi, j'avais quand même compris ce principe-là il y a un bon moment, donc ça faisait déjà un bout où que je me bloquais des journées sans réunion. Mais ces journées sans réunion-là n'étaient jamais les mêmes. Maintenant, ça fait quelques mois que je n'ai des réunions que le mardi et que le jeudi. Donc, moi, j'aime ça. Ça me donne comme... Je commence la semaine, je n'ai aucune rencontre. Ça, j'adore ça parce que moi, personnellement, après ça, vous, de votre côté, c'est peut-être pas votre réalité, là, mais moi, personnellement, lorsque je commence la semaine, le lundi, je suis remplie d'énergie, remplie de motivation, remplie de concentration, ce qui fait que mes journées du lundi sont toujours les plus efficaces. Donc, lorsque j'allais me mettre des réunions-là, j'ai été en effet très efficace sur mes réunions. Par contre, c'est comme si je n'allais pas donner le maximum de mon énergie, de ma motivation et de ma productivité à mes projets. Donc, j'ai choisi de garder la journée du lundi pour moi. Et ensuite de ça, ça me permet d'accomplir tellement de choses seulement le lundi. Et si je commence vraiment mais je commence vraiment ma semaine avec un grand momentum parce que à la fin de la journée du lundi, je suis toujours très, très satisfaite de tout ce que j'ai accompli. Et si j'avais eu plusieurs réunions, malgré le fait que la réalité, c'est que lorsqu'on assiste à une réunion, on accomplit quelque chose, mais le sentiment de réalisation n'est pas le même. Je suis certaine que vous comprenez. Ensuite de ça, j'ai mes réunions, c'est ça, le mardi et le jeudi. C'est non négociable. Je veux dire,
Le mercredi, j'ai pas de réunion. Mais si quelqu'un me dit je suis pas disponible mardi ou je suis pas disponible jeudi, bien, je vais lui proposer qu'on se rencontre la semaine d'après. Donc, je suis très, très à cheval et je protège vraiment, vraiment mes journées où je n'ai pas de rencontre parce que, de un, ça devient une habitude. Donc, c'est devenu vraiment une habitude pour moi que je pouvais travailler pour moi, pour mon entreprise le lundi et le mercredi et que je pouvais avoir des collaborations puis des rencontres aussi avec mes clientes les mardis et les jeudis. Donc, ça devient une habitude pour moi et au début, j'avais de la difficulté à dire non aux personnes qui étaient peut-être pas disponibles à mes plages horaires. J'avais souvent envie de dire « Ah, ben tu sais, j'ai de la place mercredi, je vais le faire », mais maintenant, c'est beaucoup plus facile de dire non parce que c'est devenu une habitude. Alors, je vous encourage, si de votre côté, c'est possible, de peut-être essayer de condenser vos réunions sur certaines journées dans le but de vous libérer des journées pour vraiment travailler entièrement sur vos projets. Et si vous êtes capable de le faire, essayez de garder toujours ces mêmes journées-là, qu'elles soient fixes, non négociables. Puis à un moment donné, les gens vont le savoir aussi, donc vous n'aurez même plus à vous expliquer. Les gens vont juste savoir, ils vont se dire, comme dans mon cas, « Ah oui, c'est vrai, Émilie, elle prend jamais de réunion le mercredi, par exemple. » Alors voilà, donc ça, c'est une chose de laquelle je suis très fière d'avoir mis en place récemment. 5e chose que je ne faisais pas il y a 1 an et que je fais maintenant, c'est de m'entraîner. Et ça, on dirait que je suis comme... J'hésitais à venir en parler ici parce que, pour être bien franche, je ne sais pas si ça va perdurer dans le temps. Je vous explique, ma relation, moi, avec l'entraînement est très, comment dirais-je, est difficile. Je veux dire, je suis quelqu'un qui est super discipliné. Je peux décider demain matin, moi, de commencer une nouvelle habitude et je vais m'y tenir et ça va être assez facile. Tout ce qui touche l'entraînement physique, là, oh là là, ça a toujours été un défi pour moi. Et je sais pas vraiment pourquoi, je sais pas vraiment pourquoi, mais bref. Récemment, en fait, depuis le mois de février, fait que ça fait à peu près 2 mois et demi, je m'entraîne sur une base très régulière et ça, je ne faisais pas ça l'année passée et je suis vraiment, vraiment fière d'avoir trouvé enfin une méthode qui fonctionne pour moi. Puis là, je vais juste encore continuer un petit peu là, pour m'assurer que ça fonctionne bien. Puis si ça fonctionne bien et que ça devient une vraie habitude et que c'est vraiment, vraiment ancré, je vais venir vous expliquer sur le podcast comment je fais parce que je suis certaine qu'il y en a qui vivent ce même défi-là. Donc, en fait, je sais que ça vient nourrir mon énergie. Puis moi, souvent, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller m'entraîner sur mon heure de lunch. Ça va vraiment comme me permettre de vraiment décrocher complètement. Je vais me sentir bien, je veux dire, vous le savez. Là, puis même moi, je le sais. Là, quand je bouge, je me sens beaucoup plus énergique. Après, je le sais qu'on est plus productive. J'ai lu là-dessus, j'ai vu plein d'études. Je le sais à quel point c'est bon pour l'énergie, pour la productivité de bouger et de s'entraîner. Mais on dirait que j'arrivais pas à le faire. Donc maintenant, je le fais et ça m'aide vraiment parce que moi, je suis vraiment une fille de matin. C'est toujours mes matinées qui sont les plus efficaces, les plus productives. Ce qui fait que j'avais toujours une petite pente descendante l'après-midi. Elle est encore présente, mais elle est vraiment moins visible et je la ressens vraiment moins lorsque je m'entraîne. Donc, depuis que je bouge, je suis vraiment plus productive. Maintenant, 6e chose que je ne faisais pas il y a 1 an et que je fais maintenant et qui m'aide à être vraiment plus productive et efficace, c'est que je n'utilise plus mes médias sociaux en avant-midi. Je vous l'ai dit déjà il y a quelques instants, je suis une fille de matin. Les matins, c'est vraiment là que je suis focus. C'est là que je suis vraiment au maximum de mon efficacité et de ma productivité. Et souvent, ce que je faisais, c'est que je me permettais, à travers différentes transitions, ou quand je revenais de la garderie, par exemple, je pouvais me permettre d'aller sur les médias sociaux. Et j'y allais, franchement, jamais vraiment longtemps, mais on dirait que la porte était ouverte. Puis j'ai d'ailleurs fait un épisode sur les transitions, qui est un excellent épisode. Je vais le mettre dans les show notes si jamais ça vous tente d'aller l'écouter. Et je vous expliquais justement, il y a 1 an, comment j'avais changé une transition et comment aussi les transitions ont un impact sur notre journée. Et dans les transitions, en fait, une transition, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait entre 2 tâches ou entre 2 événements ou entre 2 activités. Il y a toujours une transition. Parfois, elle est de courte durée et parfois, elle est très longue. Et souvent, dans toutes les transitions qu'on fait dans notre journée, il y a souvent le cellulaire et les médias sociaux. Donc, j'en avais parlé dans le détail l'année passée, puis je vous mets le lien dans les show notes si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le sujet. Mais bref, tout ça pour dire que là, cette année, qu'est-ce que je fais depuis quelques temps, à l'exception de mon lancement. Donc, si je suis en période de lancement, c'est certain que je suis beaucoup plus active sur les médias sociaux. Donc, dans les dernières semaines, j'étais en lancement, donc je me suis permis pendant 3 semaines d'avoir un peu plus la pédale douce sur ce nouveau règlement-là que je m'impose.
Et maintenant que mon lancement est derrière moi, je suis revenue à cette bonne habitude-là et je trouve ça tellement sain. Je me sens tellement plus libre de ne pas aller sur les médias sociaux le matin. C'est fou tout ce que je peux accomplir. Et en fait, c'est que ma concentration est beaucoup plus... ma concentration est beaucoup plus présente depuis que je ne vais plus sur les médias sociaux le matin. Parce qu'avant, ma concentration, elle était gobée littéralement par les médias sociaux parce que je savais une petite porte ouverte, je pouvais y aller. Même si je me disais, j'irais pas longtemps, c'est vrai que j'y allais pas longtemps, mais quand même, ça allait vraiment nuire à ma productivité, à ma concentration, c'était vraiment direct. Donc, maintenant que je vais plus sur les médias sociaux, le matin, vous devez vous demander, j'y vais quand? Normalement, je vais y aller sur mon heure de dîner, mais là, ça dépend. Tu sais, qu'est-ce qui est beau? Là, je vous parle de mon point précédent, l'entraînement. Donc, maintenant que je m'entraîne, qu'est-ce que je fais? C'est que je ne suis pas sur les médias sociaux pendant que je m'entraîne. Donc, souvent, je ne vais même plus sur les médias sociaux sur l'heure du dîner parce que souvent, j'allais voir mes messages à ce moment-là. Donc, c'est pas rare que j'y vais au milieu de l'après-midi ou à la fin de la journée. Donc, avant, je n'aurais pas vraiment su comment j'aurais pu ne pas aller sur les médias sociaux pendant comme autant d'heures. Et maintenant, je le fais avec facilité et je me sens vraiment libre. Oui, je me sens vraiment, vraiment libre. J'ai vraiment l'impression d'être entièrement propriétaire de mon temps et de mon horaire. Oui, à ce point-là. Voilà. Maintenant, la dernière chose que je ne faisais pas il y a 1 an et que je fais maintenant et qui m'aide à être plus productive, c'est que je communique davantage avec mon chum. Là, vous devez vous demander où est-ce que je m'en vais avec ça, mais en fait, écoutez, moi, je suis avec mon conjoint depuis bientôt 17 ans. Là. Ça fait longtemps, on se connaît. La plupart du temps, on n'a pas besoin de se parler, puis on se comprend, on est capable de lire entre les lignes de l'un et de l'autre. Je veux dire, on se connaît, là. Ça fait vraiment longtemps qu'on est ensemble. Mais on dirait que souvent, je m'attendais à ce qu'il comprenne des choses qu'il ne comprend pas. Je m'attendais à ce qu'il lise des lignes que je le sais qu'il n'est pas capable de lire. Je veux dire, tantôt, je disais qu'on est capable de lire entre les lignes de l'un et l'autre, mais pas à 100%, là, peut-être à 75%. Puis il y a des choses, des fois, que je voulais qu'il comprenne, mais qu'il ne comprenait pas parce que je ne l'avais pas verbalisé. Puis là, je vais vous donner un exemple vraiment, vraiment concret, et c'est vraiment cet exemple-là qui vient m'aider dans ma productivité. Mon chum finit de travailler à 15h30 l'après-midi. C'est lui qui s'occupe d'aller chercher notre petit coco à la garderie à la fin de la journée. Puis moi, je m'occupe de la routine matin. Mon chum commence à travailler très, très tôt le matin. Donc moi, je suis seule pour la routine matin. C'est moi qui vais le porter à la garderie à pied. Donc lui, il s'occupe du retour à la fin de la journée. Et là, dans le fond, les gars reviennent de la garderie puis du travail. Il est autour d'à peu près normalement 16h, 16h30. Et on dirait que quand qu'il revenait, je me sentais comme obligée d'arrêter de travailler. Mais moi, même si je suis une fille de matin, on dirait là, que de 16h à 17h, je suis vraiment productive. Je ne sais pas si c'est parce qu'il reste vraiment peu de temps à ma journée, mais c'est toujours une heure très, très productive pour moi. Et je me sentais comme toujours obligée d'aller les voir. Puis là, mon chum commençait à faire le souper. Puis là, je me sentais obligée d'aller l'aider. Puis je me disais, tu sais, il n'est pas pour faire ça toute seule, c'est plate qu'il ait à se taper ça, et ainsi de suite. Donc, j'étais comme dans il n'y avait rien de clair. Je me faisais des scénarios comme quoi il fallait que j'aille l'aider, qu'il fallait que j'aie passé du temps avec eux, alors que je veux dire que tout le monde savait que je n'avais pas fini de travailler. Ce qui fait en sorte que je ne finissais comme jamais vraiment mes journées de travail de façon claire. C'était jamais complètement terminé, donc j'étais jamais comme pleinement satisfaite et j'avais toujours l'impression qu'il me restait un petit quelque chose à faire. Et je me souviens plus ça fait combien de mois, mais en tout cas, ça fait quelques mois. Je ne sais pas pourquoi on a mis ça au clair, mais on a vraiment mis ça au clair. Et là, on a mis au clair que mon chum, quand il revenait de la garderie avec le petit, qu'il s'occupait du souper. Point. C'est terminé. On a trouvé une formule qui fonctionne super bien pour lui. Alors, je suis la femme la plus choyée du monde. Mon chum fait le souper. Je suis tellement contente. Il aime ça. Puis moi, je m'occupe de ramasser le souper après. Puis lui, il déteste ça, ramasser. Puis moi, ça me dérange pas. Souvent, je me mets un podcast dans les oreilles. Je suis toute seule. Pendant ce temps-là, il va commencer à donner le bain à notre garçon. Bref, c'est comme si on a trouvé l'équilibre parfait. Et tout ça aurait pu être possible vraiment, vraiment, genre il y a plusieurs années. Là. On aurait vraiment pu mettre ça en place il y a plus d'1 an. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on ne l'avait comme pas communiqué, on ne l'avait pas nommé. Donc là, maintenant, c'est clair. Quand les gars reviennent, je vais les saluer, je vais les accueillir, je passe quelques minutes avec eux. Puis après ça, je dis « Bye », je retourne dans mon bureau, je ferme la porte. Il me reste 1 heure. Et puis voilà, je suis super productive. Et puis, je n'ai pas à me soucier. Il n'y a pas de culpabilité non plus de me dire « Ah, mais là, il faudrait peut-être que j'y aille, il faudrait peut-être que je fasse ci. » Non, mon chum gère.
moi, je travaille parce que ça fait partie de mon travail. Tu sais, souvent, quand on travaille à la maison, on peut se sentir des fois mal s'il y a d'autres personnes dans la maison, de ne pas être avec eux. Mais si je travaillais à l'extérieur, dans un bureau à l'extérieur, qu'est-ce qui se passerait? Mais je serais encore au bureau, là. Donc, ça serait impossible que je sois là en train de faire le souper, là. Donc, c'est un peu la même chose. Il faut un peu créer cette réalité-là, même sous son propre toit. Alors voilà, c'était les 7 choses que je ne faisais pas il y a un an et que je fais aujourd'hui et qui me rendent vraiment plus productive. Je vais vous les renommer en rafale. Et rappelez-vous également que sur le blog de La Planificatrice et le blog du podcast, donc laplanificatrice.com, vous pouvez retrouver tous les résumés d'épisodes. Donc, si jamais vous n'avez pas pris de note sur ce que je viens de vous dire et que ça vous intéresse vraiment, sachez que vous pouvez retrouver le tout sur le podcast en résumé. Pas sur le podcast, mais sur le blog, c'est-à-dire sur mon site web en résumé. Alors, en rafale, les 7 choses que je ne faisais pas il y a un an, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. Ensuite, c'est la planification mensuelle. 3e chose, c'est de déléguer vraiment à un niveau supérieur. 4e, d'avoir 2 journées de réunions fixes qui sont non négociables et que je ne bouge pas. Ensuite, 5e chose, c'est de m'entraîner et de vraiment déconnecter pleinement sur l'heure du dîner. 6e chose, c'est de ne pas utiliser les médias sociaux avant l'heure du dîner, donc avant midi. Et 7e et dernière chose, c'est de communiquer avec mon conjoint plus précisément afin de protéger mes moments de productivité. Donc voilà, j'espère que ces conseils résonnent avec vous. L'idée, c'est peut-être pas que vous commenciez à les mettre en place dès demain matin, les 7 en même temps. Ça risque de ne pas fonctionner, ou si ça fonctionne, ça va fonctionner sur quelques jours seulement. Mais s'il y a un conseil parmi ceux-ci qui a vraiment résonné avec vous, bien là, je vous invite à peut-être commencer à l'intégrer dans votre vie tranquillement et puis à tout simplement gagner davantage en productivité. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se retrouve très, très bientôt dans un nouvel épisode. Bye! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!